Donc on est dans un ensemble d'ateliers qui s'appelle Mindfulness Design, qui dure à peu près sur 1 an et demi. Et on a des focus tous les 2 mois sur différents ateliers. Grand focus sur le thème en ce moment d'intelligence émotionnelle pendant 2 mois. On a encore jusqu'à la fin février, tout début mars. Et donc on est dans cette série ici d'ateliers. Aujourd'hui, comment transformer colère et tristesse. Tous les ateliers peuvent être suivis de façon indépendante. Donc si vous n'avez pas suivi ceux d'avant, c'est pas grave. Vous pouvez me demander après, vous pouvez m'écrire. Je vous donne le replay des 2 ateliers d'avant. Et on a toute cette séquence qui va nous permettre de travailler sur les émotions. Et ensuite, toute la deuxième partie, quatrième, cinquième, sixième atelier que vous voyez ici, de travailler plus sur les interactions, la communication. Et les deux vont être très complémentaires. Et d'une semaine sur l'autre, d'un atelier sur l'autre, comme vous le savez déjà pour ceux qui ont l'habitude de participer, on a des petits challenges qui permettent de mettre en pratique ce que l'on voit ensemble. Donc c'est ma première question. On avait 2 challenges possibles la semaine dernière. La météo des émotions, qui consistait à écrire ce que l'on ressent, se poser la question de façon très simple, comment ça va, comment je vais, et d'écrire dessus le plus souvent possible, si possible tous les jours. Et l'autre défi pour ceux qui débutaient, c'était de faire au moins 3 cours de Rose Méthode et essayer d'observer la transformation émotionnelle entre le début du cours et la fin du cours. Donc là, je vous écoute. Je vais vous demander d'abord de lever la main ceux qui ont essayé la météo des émotions, qui ont testé. Ok, on en a plusieurs. Il y a des mains qui sont à moitié levées. Alors, dites-moi, pour ceux que vous l'ayez beaucoup utilisé ou pas beaucoup, et qu'il y a éventuellement une raison pour laquelle vous ne l'avez pas utilisé et que ça peut être intéressant de partager, on prend quelques minutes ici pour partager nos expériences. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Comment ça s'est passé? C'est facile, c'est difficile? Vous pouvez activer vos micros et commencer à parler. Je peux donner la parole d'abord à Amine, que j'ai vu lever la main. Si tu veux partager, Amine, ton expérience avec Météo des émotions? Comme tu sais, j'ai pas assisté directement à l'atelier, donc j'ai fait ça hier en replay, juste après avoir vu Du coup, une tu as eu vidéo. une journée pour faire le challenge. C'est ça, je l'ai fait hier fin de journée. Ok. En fait, j'ai déjà trouvé les questions très pertinentes, notamment celle qui se posait de la fréquence d'appliquer cette météo des émotions. Effectivement, pour moi, ça fait sens parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui m'observait pas mal, donc moi, c'est plutôt l'inverse, en fait. C'est jauger entre les moments où je fais pas systématiquement cette météo des émotions et là où je me dis, bon, ok, faut que je fasse un petit bilan. Mais grosso modo, moi, je connais, en fait, moi, c'est plutôt une association par rapport aux activités que je fais dans ma journée, quoi. Donc en Ok. général, moi, les jours où je fais du sport, en général, c'est plutôt voilà, du calme, de la joie. Les jours où j'ai une journée, bon, en ce moment, je suis en intercontrat, donc je travaille pas, mais les jours où j'ai une journée plus compliquée au boulot, ça va être plutôt colère, tristesse. Donc moi, je sais à peu près à ce Et niveau-là comment je quotidien. marche. Mais Ouais. comme tu as dit, et par rapport la question aussi qui était intéressante, c'était de savoir si on historisait en fait, cette météo. Et moi, dans mon cas, je pense, par exemple, ce serait plus efficace d'historiser justement et d'essayer d'identifier les événements, même si faut en prendre que 1 ou 2 sur une plage de 2 3 jours, par exemple, qui ont déclenché des pics, soit de colère, de tristesse, de joie, et cetera, pour pouvoir les analyser, Ok. un petit peu sur le long terme, enfin, pas un mois, mais peut-être, T'amènes voilà. t'amènes un point assez important, Amine, dans tout ce que tu dis ici, de finalement, cette météo des émotions, c'est un peu un jeu, mais qui a une grande profondeur parce que vous amenez l'attention sur vous-même et vous amenez l'attention sur des plans plus inconscients. Et donc, tu amènes un point important qui est comment je fais ce regard. Est-ce que je le fais de façon bienveillante? Est-ce que je suis trop exigeant dans ce regard que j'amène sur moi? Donc, il y a l'excès de météo des émotions, mais surtout l'excès de la façon dont vous parlez à vous-même.
Donc l'idée, c'est de le faire dans un premier temps de façon très tranquille, en fait, de poser, de prendre ça un peu comme un espace. Vous pouvez écrire ce qui vous vient. Et le fait de poser cet espace fait déjà du bien. Et pas forcément de juger le contenu qui va être posé sur l'émotion. Pas forcément juger, même s'il y a des émotions récurrentes. Ce que vous remarquerez aussi quand vous faites souvent la météo des émotions, c'est que vous allez réécrire parfois exactement les mêmes choses plusieurs fois. Et parfois, dans le même exercice de météo des émotions, dans le même texte, vous pouvez réécrire plusieurs fois la même chose. L'émotion a envie de redire, 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 redire. Et c'est pas un problème. Donc n'hésitez pas à, dans un premier temps, poser et d'être gentil avec vous-même, d'être sympathique. L'idée, c'est d'être encourageant. Et on va voir aussi sur la colère et la tristesse comment gérer ces deux choses. N'hésite pas après, Amine, à reparticiper Voilà. ensuite. Je vais donner la parole aux autres pour avoir d'autres points de vue. Pierre, tu veux partager un petit peu? Parce que j'ai vu que tu avais levé la main aussi, que tu as souvent des réflexions intéressantes. Vas-y. Merci. Oui, je l'ai fait presque tous les jours, je crois, une fois. Très rapide, 1 ou 2 minutes, et léger, comme tu l'indiquais à l'instant, sans trop prendre la tête. Et j'ai pas spécialement découvert de nouvelles choses, mais en fait, je me dis que sur le long terme, après avoir fait, je sais pas, 3 mois, 6 mois, ça va être intéressant de voir ce qui revient en fait. Et c'est ce que tu disais à l'instant. Et c'est ça, moi, ce qui m'a surpris, c'est de voir qu'il y avait quand même des choses qui revenaient, auxquelles je pensais pas forcément la journée, ou qui passaient un peu inaperçues. Et ça, c'est intéressant. Une info entre guillemets en plus. Ok. Une façon, ça me fait penser à une façon d'utiliser aussi exactement ce même exercice, c'est de noter ses rêves le matin. C'est une autre variante un peu différente, c'est pas vraiment directement sur l'émotion, mais vous avez été, en réalité, les rêves sont profondément émotionnels. Vous avez été plongé dans le plan émotionnel pendant le temps de votre sommeil. Le fait de noter ce dont on se souvient et c'est le même travail de connaissance de soi, de voir ce qu'il y a dans nos émotions à des niveaux souvent assez profonds, inconscients. Donc en effet, si tu as commencé à le faire 1 ou 2 minutes à chaque fois assez régulièrement, je t'encourage à continuer à le faire parce qu'en effet, il y a des moments où c'est comme si on avait accès à des puits d'informations sur soi. On regarde, et des moments où on est prêt à voir certaines choses, on commence à avoir accès à un certain nombre d'informations qui sont extrêmement riches pour transformer les émotions. Déjà de se connaître en fait, c'est le premier pas, on va dire, on parle ensemble de transformation des émotions. Comme vous l'avez compris, il n'y a pas de baguette magique, il y a des outils à mettre en place. Et la première chose, c'est plus vous vous connaissez, plus vous êtes capable d'identifier vos émotions rapidement, plus vous allez être en mesure déjà de les transformer. Tu avais fini, Pierre? Les autres qui a envie de... Encore un ou deux partages, là, vas-y, Fabienne. J'ai eu, euh, j'ai eu 2 jours de joie, de calme, puis un jour de vraie colère. Et ce qui était assez différent, alors j'ai pas de problème pour exprimer ma colère, je dirais, j'ai pas assez de problème pour exprimer ma colère, parce que je l'exprime trop facilement. Sauf que quand je l'exprime, je reste dans quelque chose d'assez négatif et je n'arrive pas à vriller. Enfin, j'ai envie de l'exprimer. Et là, j'ai fait un peu mieux. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai à dire? Et là, ça s'est vraiment apaisé et j'ai dit ce que j'avais à dire, mais de façon assez apaisée. Donc, c'était une petite expérience. C'était pas énorme, mais ça a tout changé. C'était bon, ben, qu'est-ce que j'ai à dire? Bon. Et puis alors après, la journée suivante était calme. Et après, il y a eu un autre challenge. C'est professionnellement, j'ai eu 2 demandes d'interview pour des médias. Donc là, le stress est monté. C'était pas énorme, énorme, mais je le connais bien, ce stress. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est intéressant ce qu'on me demande de dire? Pourquoi je suis expert? Enfin, en quoi? Enfin, bref, voilà, tout ça. Mais alors là, le troisième jour, je me suis dit, non, mais enfin, c'est exactement, enfin, j'ai appliqué ce que tu nous avais dit avant les fêtes. Euh, je l'ai transformé en joie. En fait, j'ai quand même, c'est une joie. On vient me chercher, c'est quand même une chance.
Et là, ça a été pareil. J'ai été étonnée parce que je me suis dit, eh bien alors, puisque tu peux parler dans les médias, on te qualifie d'expert, qu'est-ce que tu as à dire? Et là, plutôt que de subir quelque chose, dans les deux systèmes ont été un peu les mêmes. Plutôt que de subir quelque chose, je me suis vraiment questionnée sur, eh bien, dis ce que vraiment tu as au fond du cœur, quelle est ton expérience et ce que tu veux leur dire et dire. Enfin, voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais dans les deux systèmes, j'ai trouvé la même chose. Parler de soi pour soi, pas, et le stress venait plutôt de ce qu'on me demandait de dire, de faire, et puis aussi la colère, je connais bien, j'utilise la colère, ça ne me fait pas de problème. Bon, mais d'accord, pour faire quoi tout ça? Voilà, enfin, je voulais partager ça avec vous parce que c'était pour moi deux petites avancées vraiment très, très sensibles, enfin, pour moi qui me font faire un vrai pas. Vous voyez qu'à travers les expériences qui se dégagent, on a presque une méthode là qui se dégage de vos témoignages, de observation, prise de conscience, resignification, transformation de ce qu'on a envie de vivre, ce qu'on a envie là d'exprimer pour Fabienne, mais ça peut être d'autres choses, de qu'est-ce qu'on a envie de penser, de vivre, et à partir de là, d'avoir des actions beaucoup plus en accord avec ce que vous souhaitez. Parce que le gros problème quand on n'a pas fait ce cheminement, c'est que ça va très vite de l'impact émotionnel à l'action, qui est très souvent l'action qu'on ne souhaite pas forcément mettre en place. Et on subit. Et donc là, il y a une prise de conscience, vous avez une mini-méthode, si vous voulez, pour prendre conscience de ce qui se passe et donc avoir des actions profondément différentes. Un des grands problèmes de la colère, c'est qu'il nous fait faire des choses qu'on regrette par la suite. Et c'est la question justement que je vais vous poser tout de suite. Vous aurez tous d'autres opportunités si vous voulez partager un peu vos expériences. On va commencer à avancer un petit peu. Avec ma première question d'aujourd'hui, c'est: vous êtes plutôt explosion ou implosion? Grand problème des émotions, il se situe d'une certaine façon là. On a un impact sur soi, on est touché par quelque chose, on est dans le bus et on a une petite dame qui nous met un coup d'épaule. Comment est-ce qu'on réagit? On a tous vécu certaines expériences dans les transports avec des inconnus total et quelqu'un qui vient à un moment donné, on se sent agressé. Que la personne ait voulu, pas voulu, c'est une autre question, mais on se sent agressé. Et là, les options qui se présentent à nous sont assez complexes. Parce qu'on ne peut pas attraper la petite dame qui nous a poussé de l'épaule et l'étrangler, même si parfois l'émotion aura envie de faire ça. Ou avec notre chef qui nous dit le truc qu'on n'a pas envie d'entendre, ou avec le conjoint qui nous dit le truc qu'on n'a pas envie d'entendre, on aura envie de lui sauter à la gorge. Il y a une partie animale à l'intérieur de nous, instinctive, qui a envie de partir en direction de la lutte. Donc ça, on n'a pas le droit de faire, on n'a pas le droit d'exploser. C'est ça que c'est très compliqué, cette question. C'est presque interdit socialement, dans les entreprises, dans la vie particulière, d'exploser. D'ailleurs, c'est souvent aussi pour ça qu'on explose à la maison. Toute la journée, on n'avait pas le droit d'exploser, on n'a pas le droit, sauf que l'instinct d'explosion, il est là, l'envie est là, on réprime. Et donc, on oscille souvent entre explosion et quelle est l'autre alternative qu'on a? C'est de garder à l'intérieur de soi. Mais garder à l'intérieur de soi n'est pas non plus une bonne alternative parce que ça va avoir tendance à imploser. Donc on va voir quelles sont les alternatives à ces deux mouvements avec les émotions. Je vais faire un mini sondage d'une seconde. Levez la main ceux qui sont plutôt explosion. Qu'on voit un petit peu qu'est-ce qu'on a comme répartition. Qui est plutôt dans l'explosion? Ok, on a à peu près... on a la moitié, une bonne moitié. Qui est dans l'implosion? Qui a tendance à garder à l'intérieur de soi? Ok. Qui explose et implose? Qui a les deux présents dans le quotidien? Ok, ça marche. Les deux parfois. En général, on a une tendance plus forte que l'autre, mais on peut avoir la chance d'avoir les deux questions à traiter. Et on va ramener ça tout de suite à ce qu'on a vu la semaine dernière. À nouveau, je vous disais, vous pouvez suivre tout à fait l'atelier d'aujourd'hui sans aucun problème, sans avoir suivi celui de la semaine dernière. Mais on avait posé ça la semaine dernière. Je vous avais demandé quelles sont vos habitudes émotionnelles
et on avait essayé de mapper, de repérer si on est plus dans le calme, la joie, la colère, la tristesse. On avait mis des pourcentages sur chacun dans notre quotidien. Ceux qui n'ont pas suivi celui de la semaine dernière, vous pourrez faire ça tranquillement. Vous demandez quelles sont les émotions que vous avez tendance à activer. Et donc naturellement, ceux qui ont dit plus explosion, la tendance, explosion externe, les émotions denses qui est dans la partie basse ici, on a tendance à déclencher la colère. Et ceux qui sont plus dans l'implosion, la tendance, c'est soit vraiment de garder la colère à l'intérieur de soi, et là ça va faire des dégâts vraiment internes, on va vraiment se faire du mal jusqu'à un moment où on tombe éventuellement malade, où le corps vraiment montre les effets. Ou éventuellement vous êtes à implosion, mais transformation plutôt en tristesse, c'est-à-dire se mettre en retrait vis-à-vis des situations. Et donc d'une certaine façon, colère et tristesse sont nos deux plus grands défis émotionnels. Si on était capable, et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est le défi qu'on va relever ensemble, de mieux gérer colère et tristesse, notre vie vraiment au quotidien doit se transformer, parce que c'est vraiment là que se situent les deux défis les plus importants qu'on a. On a 3 grands défis d'une certaine façon en termes d'émotions, colère, tristesse et les peurs. Et les peurs, c'est notre sujet de la semaine prochaine. Donc on va essayer aujourd'hui de traiter tristesse et colère. Je vais vous donner une interprétation sur les origines de la colère et de la tristesse. Bien sûr, on peut en avoir d'autres, mais je vais vous donner une interprétation qui nous permet derrière d'élaborer des stratégies. L'interprétation, c'est la suivante, c'est que la colère, d'une certaine façon, on avait vu que les émotions étaient profondément liées à notre rapport au monde. On avait les désirs et les peurs qui sont les plus instinctifs, désirs et peurs dans la projection au monde, et puis ensuite on allait sentir différentes émotions en fonction de ce qu'on vit, et ça dans la durée. Plus le temps est avancé, je ne sais pas si vous vous souvenez du slide qu'on avait montré la semaine dernière, sur des sentiments, les émotions se complexifient, mais profondément, les émotions naissent de notre rapport au monde. Connexion à soi, connexion à l'extérieur, comment on interagit avec le monde. Elles sont des marqueurs de notre connexion avec le monde. Et d'une certaine façon, la colère est une connexion qui fait mal. On avait vu aussi la semaine dernière que notre rapport le plus basique au monde passe par la douleur et le plaisir. Donc on va en direction de ce qui nous fait plaisir, on fuit ce qui nous fait du mal. Et là, dans la colère, en général, on est connecté à quelque chose, il y a un sujet, et ce sujet revient dans notre tête, on y pense encore et encore, et on est connecté à cette chose-là. Donc je vous ai mis des phrases typiques de colère, je l'aime pas, c'est injuste, je lui en veux de m'avoir fait ça, il ou elle a plus de succès, argent, reconnaissance, je suis furieux parce que mon voisin a eu une promotion et pas moi, parce que mon voisin a un arbre plus grand que le mien, parce que telle chose. On est connecté à quelque chose ou à quelqu'un et ça crée de la douleur. Il y a une connexion qui est négative d'une certaine façon, qui a un impact en tout cas désagréable, dense à l'intérieur de vous. Je préfère parler d'émotions denses, d'émotions lourdes plutôt que d'émotions négatives parce qu'on peut construire aussi de grandes choses avec la colère. Donc l'idée c'est pas de se dire que la colère elle est négative, mais qu'elle peut avoir un impact sur nos actions que l'on souhaite pas. Donc une connexion qui fait mal, et à l'inverse, la tristesse peut être interprétée comme une absence de connexion. En général, on n'est pas triste parce que l'autre a fait quelque chose, mais parce qu'il n'a pas fait quelque chose qu'on attendait, parce qu'il n'est pas là. Je me sens seul, il me manque, je me sens abandonné, je ne suis pas assez quelque chose pour être heureux, j'aurais envie de me connecter, mais j'y arrive pas. D'ailleurs, parfois, les plus grands moments de solitude viennent quand on est en groupe, et que la connexion pourrait être là, mais qu'on se sent seul. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette perception-là. J'étais assez étonné d'ailleurs dans le premier confinement, celui qu'on a tous vécu avec bravoure. Il était intense, le tout premier confinement. Il fallait être au niveau de gestion des émotions, mais étonnamment, beaucoup de gens avec qui j'ai discuté ne se sentaient pas forcément tristes. Alors qu'on était assez seuls, on était mis de côté, etc., d'une certaine façon. Mon interprétation sur certaines personnes qui n'ont pas senti de tristesse, c'est qu'il n'y avait pas de connexion possible socialement. Personne n'était en mode connexion. Du coup, il n'y avait pas cette attente de connexion frustrée d'une certaine façon. Donc il y a des gens qui se sont sentis tranquilles, qui n'ont pas senti de tristesse, éventuellement pour cette question-là. Donc pour moi, c'est pas seulement de ne pas être connecté, c'est quand il y a une contradiction entre une connexion qu'on aimerait avoir qui ne se fait pas. Une absence de connexion.
Et à partir de cette interprétation, on va voir qu'on a un tas de stratégies qu'on peut mettre en place pour mieux gérer les émotions. Et le défi, d'une certaine façon, ça va être pour la colère de passer au calme et pour la tristesse de passer à la joie, d'aller à l'opposé. On a une instabilité, on est en colère, le but c'est de revenir à l'état de calme. On est triste, le but c'est d'aller à l'opposé, d'aller sur le niveau de joie. Et là, avant de vous donner mes stratégies, ça fait des années que j'observe ces phénomènes et que j'essaie de les étudier chez moi, chez les autres, c'est une petite passion pour les émotions. J'ai envie d'entendre vos stratégies. Selon vous, comment est-ce qu'on peut passer de la colère au calme? On va prendre les deux séparément. On va faire d'abord sur la colère et ensuite sur le calme. Comment est-ce qu'on arrive à passer de la colère au calme d'après vous, le plus concret possible? Des fois, vous avez réussi vraiment, vous étiez en colère. Fabienne en a partagé un exemple tout à l'heure. Le fait d'avoir écrit a servi. On a déjà eu un exemple de transformation de la colère. On a une participation ici dans le chat. Ouais, vas-y Mounia. Moi, un jour, je me suis disputée avec mon mari et j'étais très en colère et il fallait que je fasse le défi où on devait rester longtemps en planche, en Chatuspadasana. Et ben, du coup, en fait, je sais pas, d'habitude, je faisais 3 minutes et ce jour-là, j'ai fait 12 minutes. Et après, j'étais pas du tout en colère. Du coup, si vous voulez vous dépasser en planche, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Une petite dispute conjugale fait parfois le plus grand bien à vos performances. C'est intéressant en effet parce que la colère, et notamment à la maison, c'est souvent les émotions les plus intenses et les plus difficiles. Avec les gens les plus proches qui sont dans votre espace vital, en général, c'est les défis émotionnels les plus forts. Il y a une partie de nous qui est encore très animale. Et tout animal se sent gêné lorsqu'il a un autre animal dans son espace vital, que vous en ayez conscience ou pas. Donc socialement, en effet, on habite à plusieurs, on considère ça normal, c'est inscrit socialement, mais au niveau animal, c'est une toute autre histoire. Quand vous avez votre conjoint qui tape à la porte s'il tape à la porte de la salle de bain pour peu importe quoi, inconsciemment, il y a souvent une partie de vous qui est d'une certaine façon envahie. Et ces petites invasions de l'espace vital quotidienne vont en général créer des frictions assez fortes. Et donc là, un exemple très intéressant de Mounia qui, en effet, ça pourrait être considéré le truc le plus négatif, être en colère contre le conjoint, au lieu d'aller se disputer avec le conjoint, activité physique intense. Sophie, dans le chat, confirme en effet le fait dans le confinement, le fait qu'il n'y a pas d'opportunité sociale à rater et donc on se connecte vers l'intérieur et ça fait du bien. Et on se sentait bien. Oui, il y a beaucoup de gens qui m'ont partagé ça. C'est pour ça que j'ai trouvé... Au début, j'étais étonné et je me suis demandé pourquoi. J'avais la même sensation personnellement et donc je me demandais d'où ça venait. C'était mon interprétation. Pierre propose se lever et marcher, respirer, faire du sport, l'exprimer à l'autre. Ok, c'est que des bonnes astuces. Alexandre, tu veux prendre la parole? Tu as levé la main? Yes. Moi, quelque chose qui marche bien, c'est de relativiser, c'est-à-dire de réfléchir, parce que généralement, on est énervé ou triste pour un moment, enfin, pour quelque chose qui nous arrive dans un instant assez court, et prendre un peu de perspective en disant, bon, en fait, ce problème qui me prend la tête, c'est quoi son impact sur ma vie en réalité à long terme? Et généralement, on se rend compte que la plupart des problèmes qui nous parasitent sont des problèmes dont la conséquence n'est pas énorme en réalité. Et je trouve que ça aide pas mal à relâcher la pression. Pour certains problèmes, après, bien sûr, il y a des vrais sujets de fond, mais 90% des temps, c'est pas vraiment des sujets de fond. Enfin, en tout cas, c'est l'observation que je fais en ce qui me concerne. Très, très juste. À partir du moment où, à nouveau, on a conscience du processus et on a conscience de ce qui est en train de nous arriver, on a conscience de l'impact, on est capable d'avoir une autre perception et donc de transformer un certain nombre d'émotions. Amine dit transformer la colère en tristesse, mais c'est pas une bonne stratégie. On va voir peut-être pourquoi, je vais te donner une interprétation, Amine, de pourquoi éventuellement la colère, quand on la traite, elle peut se transformer en tristesse. Je vais donner une interprétation de ça juste après. C'est ça, en fait, parce que on a tous vécu plusieurs épreuves dans notre vie, plus ou moins, etc. Moi, c'était plutôt sur le plan professionnel. Et notamment à la part des ruptures de période d'essai, ce genre de choses. Mais en fait, quand on est... En tout cas, moi, j'ai fait l'expérience de colère, en fait, qui relevait d'un profond sentiment d'injustice.
et qui du coup, comment dire, les actions que j'avais envie de mener pour justement gérer cette colère ou l'affronter me paraissaient vaines par rapport à l'intensité de la colère que j'avais. Donc je me disais que la façon la plus simple, ou en tout cas la plus limite même pragmatique de transformer cette colère, pour pas qu'elle ait des conséquences démesurées, c'était de la transformer en tristesse, justement. Et donc ça, c'est intéressant comme process peut-être à étudier aussi. Au lieu d'exploser, au lieu d'aller vers l'explosion, on va vers une forme d'implosion, une forme de déconnexion du sujet, mais du coup qui nous rend triste. Ok. Vous avez déjà posé beaucoup des éléments. D'une certaine façon, on a déjà la sagesse collective ici avec tous les cerveaux et tous les cœurs qu'on a ce soir. On a tous déjà vécu un tas de choses pendant de nombreuses années. Et d'une certaine façon, si on était juste capable de mutualiser nos stratégies, je pense qu'on serait capable déjà de gérer énormément de situations. Donc, je vais commencer à vous organiser ici l'information, en fait, exactement tous les astuces que vous avez données, de les poser vis-à-vis de cette question de connexion avec l'extérieur qui se fait mal. Et donc, je vais vous proposer une stratégie, et ce que je vais vous demander derrière, c'est de monter vos propres stratégies à l'intérieur de cette grande stratégie. Donc, si le problème est une connexion qui se fait mal, une connexion qui nous fait du mal, qui est mal faite, qui fonctionne mal, d'une certaine façon, la solution, mais on ne veut pas toujours. C'est ça le problème, c'est qu'inconsciemment, il y a une partie de nous qui veut rester dans l'émotion, qui veut être en colère. Et amener la conscience dans ce processus-là va permettre de le transformer. Et donc, pour passer de la colère au calme, qu'on a ici en haut à droite, d'une certaine façon, on va devoir se déconnecter du sujet qui nous énerve, ou de le percevoir différemment, le voir sous un autre angle. Et donc vous avez donné un tas de solutions ici, prendre du recul, être capable de faire différentes choses. Et je vous propose ici 3 étapes. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, vous devez parcourir les 3 étapes. Mais c'est basé sur ce dont ont besoin vos amis quand ils sont proches de vous. Un ami à vous qui est en colère, qu'est-ce que vous avez envie de faire dans un premier temps ? Si vous lui dites tout de suite, va faire du sport, résous tes problèmes, il n'a pas toujours envie de vous écouter. Dans un premier temps, il faut l'apaiser. Et pour l'apaiser, parfois, c'est juste écouter ce qu'il a à dire. Donc, d'une certaine façon, nier l'émotion qui est là ne fonctionne pas. Vouloir switcher trop vite, vouloir dire, voilà, j'ai suivi l'atelier colère et tristesse, je deviens maintenant le maître des émotions, ça ne fonctionne pas. Si vous ne reconnaissez pas le problème qui est là, vous ne reconnaissez pas que vous êtes en colère et vous voulez tout de suite passer à autre chose, les résultats ne sont pas très bons. Donc dans un premier temps, se laisser du temps. Ça dépend de l'intensité de la colère. Il y a des jours où vous allez réussir à switcher en quelques minutes. Mais si l'émotion est intense et qu'elle est forte, il faut d'abord la prendre en compte. Et à nouveau, c'est la réaction que vous aimeriez avoir de votre ami à côté de vous et c'est ce dont votre ami a besoin quand il est en colère. Donc dans un premier temps, apaiser. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici avec la flèche qu'on avait à gauche ? J'ai enlevé les deux flèches. Donc ne plus arrêter de l'activer à nouveau. Le problème avec la colère, c'est qu'elle s'active encore et encore. Elle est là, on repense au sujet, on se réénerve, encore une fois. Et quand on n'est pas très bon en gestion de la colère, ça peut durer parfois des années. Ça paraît exagéré quand je dis ça, mais j'ai des gens dans mon entourage qui 10 ans plus tard te disent « Il s'était passé il y a 10 ans telle chose, tu m'avais dit telle chose. » Vous n'avez aucune idée, vous êtes passé depuis 10 ans à autre chose, littéralement. Et la personne a réactivé. Donc dans un premier temps, accepter l'émotion qui est là et essayer de ne pas la réactiver. Prendre du temps pour s'apaiser. Quand on est physiquement avec la personne qui nous énerve, on va devoir avoir une stratégie pour ne pas continuer la discussion, pour ne pas continuer à mettre de l'huile sur le feu, comme on dit de façon populaire. Donc première stratégie, apaiser, enlever les 2 flèches. Ensuite, canaliser. Essayer de faire quelque chose avec l'émotion. Parce qu'on ne peut pas ne pas la traiter. D'abord la reconnaître, mais si on la laisse, si on fait que la reconnaître et qu'on attend, elle va pas se régler toute seule. Et ensuite dénouer, résoudre les problèmes. Mais vous voyez que j'ai mis ça en dernier. Parfois on veut passer trop vite
d'une phase à l'autre. Je ne dis pas que dans tous les cas, il faudra passer par ces 3 phases. C'est une façon d'organiser les stratégies que vous avez posées. Et donc, qu'est-ce que j'ai ici comme stratégie à vous proposer pour apaiser, canaliser, dénouer? Et là, ce serait infini le nombre d'éléments qu'on peut mettre à l'intérieur. Apaiser, prendre du temps. Se donner de l'espace. Parfois, c'est une question vraiment de ne pas rester physiquement dans le même espace que l'autre. Ne pas se dire qu'on a besoin de résoudre le truc tout de suite. Dans la colère, on ne voit pas clair. Les choses sont floues. Mais on a la certitude de voir clair. On a la certitude qu'il faut qu'on dise ces 4 vérités à notre conjoint, à notre ami, qu'il faut qu'on fasse telle chose. Il y a cet élan à l'intérieur de nous. La colère, c'est de l'énergie en potentiel. On a envie de passer à l'action rapidement. Et il y a une forme de certitude qu'on doit le faire et qu'on est juste là-dedans, qu'on est en train de prendre la bonne décision. Je vais lui envoyer ce mail, je vais lui envoyer ce message. Et c'est là, en fait, qu'on prend les plus mauvaises décisions parce qu'on ne voit pas clair et on est sûr de voir clair. Une partie, c'est comme si l'émotion, comme elle veut vous faire faire des choses, elle vous donne la certitude que vous êtes en train d'aller dans la bonne direction. Sauf que quand l'émotion est passée, là, on revoit clair à nouveau et on se rend compte qu'on a pris une très mauvaise décision ou qu'on a fait une très mauvaise action. Donc, laisser du temps, jouer avec le timing, prendre du temps, se donner de l'espace, parler avec un ami si c'est possible ou écrire. S'il n'y a pas d'amis disponibles, vous pouvez écrire. Vous donnez de l'espace pour que ce que vous ressentez s'exprime, mettre à l'extérieur de soi. Dans la gestion des émotions, l'idée d'extériorisation externe est un des mots clés, un des mots les plus importants. Quelque chose, exprimer. Fabien avait dit finalement, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Et donc se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer est une excellente question pour la gestion de la colère. Et donc si on a la chance d'avoir un ami qui veut bien nous écouter, ça dépend avec quelle fréquence on est en colère. Si on a un ami qui a envie de qui peut faire ça pour nous, ça peut être un ami, mais vous pouvez être aussi votre ami dans ces circonstances-là. Si vous avez l'habitude, ça devient une habitude, la météo des émotions au bout d'un moment. C'est quelque chose que vous pouvez vraiment faire très régulièrement. Et pour ma part, à chaque fois, c'est devenu systématique dans les derniers mois, à chaque fois que je me sens perturbé émotionnellement, peu importe la perturbation, que ce soit colère, que ce soit tristesse. Parfois, je ne sais pas ce que je ressens. Je ne me sens pas bien et je ne sais pas dire ce que je ressens. Prendre ce temps pour écrire et exprimer vraiment ce qu'on ressent va donner des résultats, comme l'a posé Fabienne, extraordinaires. J'essaye, tant que faire se peut, de ne plus résoudre des situations conflictuelles avant d'avoir fait ça. Plus aller discuter avec quelqu'un sur ce que je ressens avant d'avoir fait ce travail, pour déjà être au clair moi-même. Parce que si je ne suis pas au clair moi-même avec ce que je ressens, la tendance, c'est qu'on ne va pas exprimer les choses de la bonne façon. Une question dans le chat. Du coup, la colère, c'est comme quand on boit trop de vodka, on a l'impression d'être hyper lucide et en fait, très juste. C'est une très bonne comparaison. L'alcool va nous enlever la lucidité, mais par définition, quand on n'est pas lucide, on ne sait pas qu'on n'est pas lucide. Je sais que je dois aller parler à telle personne dans la soirée. C'est la personne de ma vie. Et en général, c'était pas une très bonne intuition. Même chose avec les émotions. Elles diminuent notre lucidité sur le moment. Mais par définition, on ne sait pas quelle si on était lucide sur le fait qu'on n'est pas lucide, on serait déjà sorti de cet état-là. Mais il y a les deux mouvements malgré tout à l'intérieur de soi. Vous partez dans la mauvaise direction, mais il y a une partie de vous quand même qui sait que vous partez dans la mauvaise direction. Et c'est là qu'il faut apprendre à jouer avec ces deux voix. Il y a la voix qui dit « il faut que je lui dise ces 4 vérités ». Et il y a une petite voix à l'intérieur, si vous commencez à apprendre à l'écouter, qui vous dit « peut-être pas en train de faire le bon truc ». Mais on n'a pas envie de l'écouter. Il y a l'autre qui parle très fort et l'autre qui parle doucement. Mais si vous commencez à apprendre à écouter celle-là, vous allez avoir des résultats très intéressants. Et c'est là que se laisser du temps va faire grandir celle-ci au détriment de celle-ci. Commencez à écrire, vous allez commencer à voir beaucoup plus clairement le panorama et voir d'autres perspectives. Donc pour apaiser, canaliser, qu'est-ce que j'ai marqué ici? Il faut gaspiller l'énergie, vous avez de l'énergie présente, c'est pour ça que l'exemple de Mounia était excellent. Une planche pendant 12 minutes, elle faisait 3 minutes jusque-là, mais il y a tellement d'énergie ce jour-là, 12 minutes. Mon premier record de planche dans le même mois que Mounia, je l'ai fait juste après un moment très stressant. J'avais une conférence à donner en entreprise avec une centaine de personnes.
Il y avait un niveau de stress, de concentration, d'émotion assez forte. Je suis sorti de l'atelier et j'ai fait X temps de planche ce jour-là. Ça a été mon plus grand temps. Et parce qu'il y avait l'émotion, en effet, qui était là et elle s'est canalisée dans une activité. Donc, vous pouvez utiliser ça en votre faveur. Travailler est une bonne façon de gérer certaines émotions. Produire quelque chose. Peindre, danser, là, c'est infini, les possibilités. Notez ce qui marche pour vous. Et ce qui marche un jour ne marche pas forcément le lendemain. Il faut faire preuve un petit peu, il faut jouer un peu avec cette palette-là. Mais à partir du moment où vous avez ce réflexe de dire « je suis sous le coup de l'émotion, j'ai envie de le traiter », vont venir un certain nombre de choses. Et le troisième élément, là, dénouer, dans un troisième temps, quand l'émotion a déjà été gaspillée en partie, vous commencez déjà à y voir plus clair, c'est là en effet qu'on peut avoir des solutions comme celle que nous posait Alexandre. Si l'émotion n'est pas trop intense, on arrive à passer au niveau 3. Je prends du recul, finalement, quelle importance a ce que je suis en train de vivre sur ma vie, sur ce que j'ai envie de réaliser. À partir du moment où vous prenez du recul et de la distance, vous percevez les choses complètement différemment. Et vous voyez que je vous ai mis en bas, décider avec clarté, parce que c'est le moment où ça revient, la clarté, pas décider avant, mais décider avec clarté, quand vous sentez que la clarté est revenue. Parce qu'à la fois, on ne percevait pas, je vous ai dit qu'on ne percevait pas, mais avec l'habitude, on commence à distinguer quand même le moment où on prend la mauvaise décision du moment où on est en train de prendre une bonne décision. Décider avec clarté des actions à mener. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas traiter les choses, au contraire, il faut les traiter, mais dans le bon timing. Si vous les traitez trop tôt, c'est compliqué. Vous pouvez d'ailleurs appliquer tout ça comme si vous étiez des judokas pour les gens autour de vous. C'est-à-dire, si vous devez gérer la colère de l'autre, c'est un peu la même chose. Quelle est une bonne stratégie pour gérer la colère de quelqu'un ? Lui laisser du temps. Il y avait une dirigeante d'entreprise qui, juste après avoir suivi justement ses contenus, avoir parlé de ses contenus sur la gestion de la colère, elle m'avait dit la chose suivante. Elle m'a dit, j'ai un de mes clients qui m'a appelé furieux. Ma secrétaire m'a dit, il y a tel client, et elle savait pourquoi il était furieux, il m'a tel client qui est au téléphone. Elle a dit à la secrétaire, je ne suis pas là, je le rappelle demain. Et rien que le fait de faire ça, la même situation gérée le lendemain, ça s'est passé complètement différemment. Elle aurait eu la personne sur le moment, ça aurait été très difficile à gérer. Le fait d'avoir laissé un jour, donc c'est un peu comme si vous étiez un judoka ou un boxeur, vous prenez un peu de distance pour que l'autre se fatigue, et une fois que l'autre est fatigué, a vécu son émotion, là, ça va être le moment d'aller poser vos cartes. Si vous voulez tout de suite gérer, ça ne donne pas forcément les meilleurs résultats. Donc là, je vous laisse ici quelques secondes. Si vous ne l'avez pas fait encore, je vous remontre le petit panorama pour que vous entouriez ou pour que vous marquiez chez vous, au niveau apaisé, qu'est-ce qui marche, au niveau canalisé, qu'est-ce qui a tendance à marcher, que vous construisez votre propre fiche ici. Éventuellement avec pas forcément beaucoup d'éléments, parce que vous n'allez pas forcément vous rappeler de tout, mais que vous ayez les éléments qui marchent bien pour vous. Et vous voyez que dans Canaliser, j'ai marqué en jaune ici les cours de 30 minutes de Rose Méthode. Vous avez dans les cours de 30 minutes tous les éléments pour sortir d'émotions intenses. Tous les éléments pour amener du calme et de la tranquillité. Je vous remonte ici un slide qu'on avait déjà vu dans le premier atelier. C'est parce que j'ai mis ici le fait d'écrire en jaune, qui me paraît, en tout cas pour moi, une stratégie vraiment peu utilisée, extrêmement efficace. Et donc je vous remets le slide qu'on avait mis il y a 2 semaines sur créer un nouveau chemin, que j'ai simplement adapté un tout petit peu à notre situation ici de colère. Vous pouvez le prendre en photo, vous pouvez le réappliquer. On ne va pas faire ça tout de suite, parce qu'il faut qu'on passe ensuite aussi à la question de la tristesse. Et on l'avait déjà vu il y a 2 semaines. Donc identifiez ce que vous pensez, ce que vous ressentez. C'est une autre façon de faire la météo des émotions avec un guide un peu plus précis. Et voyez que c'est exactement d'une certaine façon ce que vous avez fait, plusieurs d'entre vous, dans les témoignages que vous avez donnés. Et maintenant, quels sont les outils techniques qu'on a pour mieux gérer la colère? Donc vous avez toute la palette en fait dans les cours pratiques que vous suivez quotidiennement, que vous pouvez suivre quotidiennement. Vous avez toute la palette pour apprendre à transformer une émotion.
Et sur la colère en particulier, qu'est-ce qu'on a? L'intériorisation, c'est ce qu'on fait au début. On prend toujours un temps au début du cours pour fermer les yeux, amener l'attention à l'intérieur de soi. On prend 1 minute, 2 minutes déjà pour ramener l'attention. Avec la colère, a tendance à nous faire partir vers l'extérieur, si on est capable de prendre un temps pour soi. Au passage, ça ne va pas marcher si la colère est trop forte. On n'a même pas envie de faire un cours, que ce soit 30 minutes, 1 heure ou quoi que ce soit, on n'a pas envie de le faire. Donc dans ces cas-là, commencez par aller gaspiller de l'énergie en courant, en faisant quelque chose ou en faisant éventuellement une technique de force. Mais si vous êtes dans un état instable mais relativement gérable, là ça va fonctionner très bien. Intériorisation, la respiration lente est un des meilleurs outils techniques que vous avez pour gérer la colère. La colère est mouvement, la colère a envie d'aller vers l'extérieur. Là, avec la respiration lente, vous amenez l'opposé, vous amenez le calme. Vous pouvez le tester là pendant qu'on est en train de parler. Simplement le fait de respirer plus profondément. Vous pouvez mettre les mains sur le ventre, vous inspirez, grande inspiration, le ventre se projette vers l'extérieur. Expiration, le ventre rentre. Vous avez tous déjà expérimenté dans les cours pratiques en faisant quelques minutes simplement de cette respiration plus profonde. La tendance naturellement, c'est d'arriver vers un état plus détendu, plus calme. Donc vous avez un outil extraordinaire avec le rythme de votre respiration. Intériorisation, respiration lente. Pour canaliser la force, c'est l'exemple qu'a donné Mounia, l'excellent exemple de la planche. On a trop d'énergie, on est très fâché. Technique de force. Et là, dans ce sens-là, vous pouvez faire les entraînements du vendredi soir. C'est 1 heure que d'entraînement de technique corporelle. Des meilleures façons aussi de mobiliser, de canaliser. Amine aussi, au départ, nous disait, finalement, les jours où je me sens bien, c'est les jours où j'ai de l'activité physique. Et c'est pas par hasard. C'est parce que tout le surplus, tout l'excédent d'énergie est canalisé, utilisé. Et ensuite, dénouer. Dénouer, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser quand on a déjà pris du recul, qu'on commence déjà à être plus tranquille? On va pouvoir utiliser la relaxation et la visualisation pour créer une nouvelle réalité. Là, on reprend d'autres ateliers qu'on a fait ensemble sur la visualisation, sur le fait de créer des images mentales, mais vous aurez ça dans les cours de 30 minutes et d'1 heure. À la fin, on fait une décontraction profonde et on imagine quelque chose. On imagine qu'on est plus tranquille, on imagine de la joie, on reconstruit une nouvelle émotion. Donc vous avez vraiment, à travers ces outils, tous les outils pour transformer la colère. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là, avant qu'on passe à la tristesse? Moi, j'ai une question. Vas-y, Mounia. C'est un peu la même que la semaine dernière. Là, on parle du principe qu'on a envie de se débarrasser de la colère et de la tristesse. Alors que comment est-ce qu'on pourrait les rendre utiles au lieu de se dire « Oh là là, je suis en colère, comment je fais pour dénouer ça le plus vite possible ?» Pourquoi je me dirais pas, bah tiens, chic, je suis en colère, je vais en faire quelque chose d'incroyable. C'est exactement dans ce sens-là que tu peux mettre dans la case dénouer en fait. Dénouer veut pas dire supprimer la colère. Elle est pas, comme je le posais en préambule, la colère, elle n'est pas négative. Les émotions ne sont pas négatives ou positives. Vous pouvez être très joyeux et partir dans le mur. Vous pouvez être très joyeux, prendre la voiture et aller dans un mur. Donc l'émotion en tant que telle, elle est mouvement potentiel. La question, c'est quel mouvement vous allez créer. Mais pour ça, il faut avoir certaines conditions de lucidité pour arriver à bien conduire. Donc la colère, elle peut être très constructive. Dans ce sens-là, il y a une histoire que j'aime bien raconter sur la colère, qui est l'histoire d'une interview. Peut-être tu l'as déjà entendu, Mounia, l'interview d'une femme au Brésil, dans les favelas, qui a construit un hôpital. Donc elle venait d'un milieu très, très modeste, elle a dû vraiment s'en sortir et elle était interviewée pour son parcours, puisqu'elle avait construit un hôpital pour la communauté. Et là, le journaliste lui dit, plein de bonnes intentions, il dit « Vous devez avoir beaucoup d'amour dans votre cœur pour avoir construit cet hôpital pour la communauté. » Et là, elle se tourne vers lui, elle lui disait « De l'amour, de la rage j'avais dans le cœur pour construire ça. » Et donc, l'émotion peut être très intense et vous amener à construire des choses extraordinaires. Dans le sport, on voit ça très souvent. C'est souvent les joueurs qui ont le plus d'émotions qui sont les plus performants au moment où c'est important, s'ils arrivent à rester dans les bons rails. Là, vous pouvez prendre l'exemple de Zinedine Zidane, puisqu'on est en France, notre icône du sport. Il a réussi à nous faire gagner la Coupe du Monde avec ses émotions. 2 buts en finale de la Coupe du Monde. Il a réussi à nous faire perdre la Coupe du Monde avec une mauvaise gestion des émotions. Donc l'émotion, est-ce que la colère de Zidane, elle est positive ou négative? Ça dépend comment il la mobilise.
Donc le fait d'avoir des émotions intenses peut être extrêmement productif, mais c'est comme si vous conduisiez une Formule 1. Pour ceux qui ont des émotions très fortes, ça vous demande 2 fois plus de travail. Pierre a dit on perd à cause de très égay. On va balancer on pourra discuter foot à la fin quand on aura fini Mais l'atelier du coup, d'aujourd'hui. attends, désolée, Oui, mais du coup, donc ça dépend comment on conduit la Formule 1. Mais ouais. justement, alors comment on fait pour garder, par exemple, imagine, tu as une énorme colère et tu veux être sûr d'être lucide avant d'utiliser cette énergie. C'est d'abord l'apaiser, c'est la stratégie. Tu l'apaises Ça même dépend. si... Ça dépend de l'intensité. Si elle est trop intense et toi, tu vois toi-même que tu es sous l'eau, c'est pas le moment d'aller dire, d'aller gérer quelque chose. Ça dépend si ça inclut d'autres personnes déjà. Si tu es seul, toi, dans le truc de colère et que tu te dis, il y a des choses qui sont très safe, hein, je vais travailler pendant 2 heures, pas trop de risques. Mais c'est différent quand tu vas envoyer un mail, par exemple. Donc, écrire un mail, oui, envoyer un mail, non. Écris le mail, tu l'envoies le lendemain, par exemple. Donc, ça dépend si tu es en interaction ou pas. Si tu es en interaction, le risque de faire des bêtises est assez élevé. Maintenant, Mais faut te moi, connaître, mon Oui. point, c'est comment est-ce que on peut faire des choses aussi formidables que quand Zidane a gagné la Coupe du Monde. Moi, j'avais l'exemple de Jordan. Il paraît qu'il imaginait, dans les moments clés des matchs, il imaginait que son adversaire l'avait insulté. Il ressentait de la haine et c'était son émotion motrice. Et du coup, comment est-ce que nous, on peut se mettre dans cet état d'esprit pour faire des choses extraordinaires parce que moi, je me dis, limite, je sais que j'ai une facilité à la colère. Grâce à la De Rose méthode et à plein de trucs, je l'exprime plus pour agresser les gens n'importe comment. Mais maintenant, je me dis, c'est dommage, au lieu d'essayer de m'en débarrasser, est-ce que c'est pas un trésor caché pour faire des choses formidables? Je dirais pas que aller chercher volontairement de déclencher l'émotion lourde, je dirais qu'en général, elle est là souvent ou elle est pas là. C'est-à-dire quand Michael Jordan, justement, il raconte son histoire, on voit que depuis tout petit, il est dans la compétition, en fait. Depuis tout petit, vis-à-vis de son frère, il a envie de battre son frère. C'est son modèle mental, sa façon de fonctionner. Donc, il doit apprendre à gérer ça. Parce que c'est soit il va à un moment donné faire du mal à son frère, soit il va devenir champion de basket. Et toute la question ici, elle est la facilité, la capacité à canaliser, à être capable de mettre de côté. Donc pas, je dirais pas activer volontairement, mais quand elle est là, que tu aies le plus en plus l'habitude, puisqu'elle est là, de voir dans quelle direction tu l'amènes. Où se trouve. Et là, c'est une capacité de focus, c'est une capacité de détermination. Donc c'est renforcer certains fondamentaux. Michael Jordan, il disait quoi? Il disait son seul but dans la vie, c'était gagner le championnat, gagner la NBA chaque année. Il pensait qu'à ça. Les bagues, Et comment? Ouais. les Tu dis fameuses quoi? bagues, les fameuses bagues de champion, d'avoir plus de Et, bagues. et donc, travailler sur la détermination, travailler sur ce que tu as envie d'accomplir, ce que tu as envie de réaliser, et ensuite utiliser l'émotion. Si tu es au clair avec ce que tu veux réaliser, que les actions sont en accord avec ce que tu veux réaliser, la tendance, c'est que ça avance bien. Mais cette dame-là, quand elle nous disait c'est la rage qui lui a permis de construire l'hôpital, c'est sur des années. C'est pas la rage qui à un moment donné lui a fait construire un hôpital au moment où elle avait la rage. C'est globalement qu'elle a appris à mobiliser ça pour construire. Vas-y, Marianne. En fait, la colère dit souvent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, soit c'est toi qui as mal interprété le truc, soit c'est qu'il y a objectivement quelque chose qui ne va pas. Mais moi, ce que je trouve, c'est quand tu prends quelque chose que il y a quelque chose qui ne va pas, la situation n'est pas juste, ou tu as été maltraité, ou voilà. Même une fois que tu as calmé ta colère, quand tu avais identifié ce qui t'avait mis en colère de manière objective, c'est-à-dire ce qui ne va pas, je trouve qu'après, tu arrives à réactiver l'énergie de la colère pour changer ce qui va pas et faire en sorte que ça soit conforme à tes attentes, ou pouvoir dire à la personne qui t'a mis en colère ce qui va pas ou ce que tu trouves pas juste dans son comportement. Mais si tu n'as pas identifié dans la situation qui t'a mise en colère, qu'est-ce qui est pas normal par rapport à ta norme à toi, tu peux pas réactiver cette colère. Enfin, en tout cas, chez moi, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est Donc, pour il ça que faut je vous ai posé identifier aussi la réactiver, en fait. C'est pour ça que je vous ai posé dans le schéma, commencer à avoir conscience de pourquoi vous êtes touché, de quels sont les désirs et les peurs qu'il y a derrière, avoir de la lucidité là-dessus. Et là, oui, si vous êtes lucide, la tendance, c'est que vous allez pouvoir en faire quelque chose. Mais il y a eu un travail, il y a eu un traitement. Ce qu'il faut éviter, c'est l'impact et que ça ressorte tout de suite.
Je vais passer juste à la partie tristesse. Après, je laisserai un temps. On pourra continuer à échanger aussi longtemps que vous voulez, mais je vais essayer de tenir quand même à peu près dans l'heure qu'on s'est proposé. Ensuite, on discute autant de temps que vous voulez et on continue à échanger. Jonathan, Oui, est-ce que je peux ajouter quelque chose qui fera une transition avec l'émotion de la tristesse et qui vas-y, répond avec plaisir. c'est ce qu'a dit Amine tout à l'heure où lui il transforme sa colère en tristesse. Dans un cours sur les émotions que j'ai pris ailleurs qu'au centre des Roses, on nous avait fait remarquer que souvent derrière la colère se cache soit de la peur, soit de la tristesse, assez souvent. Et effectivement, enfin, chez moi, c'est très vrai. Et, et du coup, je trouve que quand on a identifié ça et que quand on est en colère, on se demande de quoi j'ai peur ou qu'est-ce qui me rend triste, on arrive à identifier si la colère est une réaction à une situation pas normale, qui nous rend triste. Et du coup, on va agir par rapport à ça, ou si c'est par rapport à une peur, et à ce moment-là, il faudra qu'on travaille sur nous plus que sur l'autre. C'est très juste et je vais vous en donner justement une interprétation visuelle à travers ces questions de connexion. On avait vu déjà ensemble que toutes les émotions, de façon la plus instinctive, la plus archaïque, viennent de peur et désir. Et les deux sont souvent très proches. D'ailleurs, on désire quelque chose, mais ça nous fait peur parce qu'on va aller dans l'altérité. Donc ça, c'est la base de vous poser la question quels sont les désirs et les peurs derrière. Et d'une certaine façon, mon interprétation du fait qu'il y a souvent de la tristesse derrière la colère, c'est le fait que une chose, c'est un lien qui vous plaît pas. Par exemple, je suis en colère parce que mon petit ami ou mon ex-petit ami a fait ceci ou cela, mais parce qu'on a envie de rester connecté. Et si on se déconnectait, on arriverait, vous voyez que dans ce schéma-là que je vous avais montré tout à l'heure sur la colère, on arrive à dénouer à quelque chose qui est en pointillé, on perd la connexion. Et on avait vu quoi? On avait vu que la tristesse, c'est justement une absence de connexion. Donc la colère est d'une certaine façon un remède à la tristesse. On ne veut pas être déconnecté, on veut rester connecté. On veut continuer à se fâcher contre la personne. Parce qu'on n'a pas envie de se confronter au fait de ne plus être connecté à cette personne-là. Donc c'est confortable parfois de rester en colère pour ne pas vivre la tristesse. Et si on enlevait la colère, il y aurait peut-être en effet une tristesse à vivre. Du deuil, de l'absence. Et donc il va y avoir des phases, on peut être en colère pendant un certain temps, et quand on laisse passer cette colère, il y a de la tristesse, mais c'est parce que les deux en fait étaient à gérer. Et donc se poser la question en effet, quelle serait la tristesse est un très bon chemin que tu nous as donné ici, parce que c'est justement parfois pour ne pas vivre cette déconnexion qu'on reste dans la colère. Donc se demander quelle tristesse éventuellement il y aura derrière si je suis plus connecté à ce sujet va être une bonne astuce en effet pour travailler sur la gestion de la colère. Je vois que la team colère est très mobilisée, ceux qui parlent le plus puisqu'ils sont plus vers l'extérieur. La team tristesse du coup prend un petit morceau de l'atelier. Mais on pourra continuer, de toute façon chaque semaine on continue là-dessus et plus vous participez mieux c'est parce qu'on apprend à se connaître, on apprend à se donner des solutions ensemble. Donc sur la tristesse ici, qu'est-ce qu'on aurait à l'inverse comme stratégie? Et vous avez tous sans doute des excellentes stratégies comme vous m'avez donné tout à l'heure sur la colère. On a tous des très bonnes stratégies sur la tristesse, mais c'est un problème très différent. Parfois, on ne sait même pas pourquoi on est triste. Colère, c'est le truc intense à gérer sur le moment. Tristesse, on ne sait parfois même pas pourquoi, d'où ça vient. Une absence de connexion, par définition, elle n'est pas connectée à une chose qui nous a rendu triste. Parfois, oui, vous pouvez avoir des tristesses qui ressemblent à des colères, une chose très intense qui peut aussi vous rendre triste. Mais la plupart du temps, on peut être triste sans raison apparente, sans raison consciente. Et donc à nouveau, le petit schéma que je vous ai construit ici, dans un premier temps, réconforter la personne. La personne qui est triste, elle n'a pas envie de transformer sa tristesse sur le moment. Quand vous avez votre ami qui vient vous voir et dit « je suis triste parce que telle chose », elle a déjà envie de vous raconter le pourquoi. Elle a envie de vous dire ce qui la rend triste. Donc si tout de suite vous lui donnez vos outils, vous dites bah, « on va bouger, on va faire ceci, on va faire une pratique de Rose méthode », elle a tout sauf envie de faire ça. Qu'est-ce que la personne qui est triste a envie de faire? Elle a envie simplement que vous l'écoutiez et que vous la preniez dans les bras si vous avez cette possibilité. Ou psychologiquement d'être pris dans les bras. Elle a envie d'être réconfortée. Et parfois, qu'est-ce qu'on veut? On veut donner des conseils, on veut dire à la personne quoi faire, etc. Mais intimement, c'est pas ça dont elle a besoin.
ce qui est nécessaire à ce moment-là. Ça dépend de l'intensité, ça dépend à quel moment de sa tristesse elle est. Si elle est globalement triste, mais qu'elle est déjà dans une autre dynamique d'action, là, c'est autre chose. Donc, ce que je vous propose comme schéma ici, c'est réconforter, ensuite bouger. Donc, on a compris que c'est un manque de connexion. Donc, il va falloir créer de la connexion. Si on veut aller vers la joie qui est justement connexion, qui se passe bien, il va falloir bouger. Vous voyez, quand j'ai mis une flèche ici au bout du trait, il y a une flèche. Donc, recréer du désir, voir qu'est-ce qu'on a comme désir, qu'est-ce qu'on a comme plaisir, et d'aller dans cette direction-là, créer du mouvement, toutes les façons possibles. Et ensuite, si possible, créer des connexions. C'est pas le mouvement aléatoire, c'est le mouvement en direction de quelque chose, et pour qu'on recrée de la joie, il va falloir se connecter à différentes choses. Et là, je vous ai pris à nouveau une liste des stratégies qui me viennent, mais à nouveau, cette liste-là est infinie. Dans réconforter, se donner du temps. Donc accepter aussi qu'on est triste, c'est pas nier la tristesse, pas se dire non j'ai pas de tristesse, ça fonctionne pas, je suis pas triste, je suis joyeux, ça fonctionne très peu. Chercher du soutien, parce qu'on a besoin à nouveau d'être réconforté à ce moment-là. Écrire va pouvoir être intéressant. Si on n'a pas de soutien extérieur, on va être son propre soutien, on va déjà poser les choses, puisqu'on a besoin d'être entendu, donc on va les poser. Écouter de la musique peut fonctionner. La musique ni trop joyeuse ni trop triste. La tendance quand on est triste, c'est de vouloir mettre de la musique triste. Parce qu'il y a une partie de nous qui maintient l'émotion, une partie inconsciente qui reste dans l'émotion, que ce soit dans la colère ou dans la tristesse. Donc la musique trop joyeuse dès le début, on va pas avoir envie de l'écouter. Mais essayer de trouver un intermédiaire, quelque chose qui commence progressivement à changer l'émotion. Bouger. Une fois qu'on est réconforté, recréer du mouvement, courir, jouer, danser, peindre. C'est pour d'autres raisons que pour la colère. C'est les mêmes choses parfois qui vont fonctionner, mais ce n'est pas pour les mêmes raisons. Dans une chose, vous aviez besoin de gaspiller l'énergie. Là, il n'y a pas d'énergie. Mais il faut progressivement recréer du mouvement pour retrouver l'énergie. Donc courir, jouer, danser, peindre, tout ce qui vous fait du bien, tout ce que vous avez envie de faire. Et en particulier les cours d'1 heure de Rose Méthode. Dans les cours d'1 heure, vous avez tous les éléments pour vous mettre en mouvement, pour activer, pour stimuler. Et là, la connexion, faire une activité par simple plaisir. Ce qui manque parfois pour les gens tristes, c'est qu'ils n'ont pas d'activité, qu'ils font juste pour faire l'activité. On va au travail pour ceci, on va rencontrer telle personne pour cela, on va faire notre travail associatif pour telle chose. On a toujours un objectif et pas l'objectif de faire pour faire et pour se faire plaisir. Là, j'ai laissé du coup décider avec l'art des actions à mener, mais c'était pour la partie colère, ça. Et donc, à nouveau, prenez quelques secondes ici pour commencer à noter pour vous. Vous aurez tout le temps que vous voulez après l'atelier. Pour ceux qui sont plus dans la tristesse, commencez à identifier les éléments qui fonctionnent pour vous. Donc, quelles sont les techniques qu'on va pouvoir utiliser pour cette partie de tristesse? Et ce qu'on va faire, là je vais finaliser les quelques slides de l'atelier, ensuite on prend un temps pour discuter, pour échanger, pour que la team tristesse soit aussi, ait aussi autant de place qu'il veut. Mais on finalisera, comme ça ceux qui doivent y aller éventuellement y vont, mais ensuite on continue à discuter. Donc quelles sont les meilleures techniques pour ça? Vous avez des techniques de décontraction profonde, de visualisation qui font du bien, mais si vous êtes très triste, la tendance, si vous vous décontractez, c'est de vous connecter aussi à la tristesse. Donc il y a des jours, éventuellement, vous faites une grande décontraction et ça vous connecte à votre émotion. Donc ça dépend des moments. Il y a des moments où ça va très bien marcher, relaxation et visualisation, pour aller vers autre chose. Je vous avais dit qu'à travers la visualisation, on cherche à déclencher de la joie, on cherche à transformer l'émotion. Donc c'est des très bons outils de reprogrammation des émotions. Il faut voir à quel moment les utiliser. Par contre, ceux du milieu, ici, respiration avec longue rétention, le fait de garder les poumons pleins longtemps, de garder les poumons vides, va stimuler le corps. Respiration rapide est le must absolu pour transformer la tristesse. Ça augmente l'oxygène dans le cerveau. La tendance, c'est que vous soyez plus joyeux. Donc, si vous avez beaucoup de tristesse dans votre quotidien, respiration rapide quotidienne. Plusieurs minutes de respiration rapide. Et la solution est extraordinaire. En 2 minutes, vous arrivez à transformer en partie l'état dans lequel vous êtes. Mais si la tristesse est très forte et très latente et très profonde, il va falloir le faire très très régulièrement. Force et souplesse, cette fois plus pour gaspiller l'énergie, mais pour stimuler le corps. Et la connexion qui va pouvoir être travaillée notamment à travers la concentration.
puisque à nouveau la tristesse, l'objectif c'est d'être connecté à un sujet. Dans l'exercice de concentration et méditation, c'est exactement ça qu'on entraîne, d'être connecté, d'être présent. Présent à soi, présent à un objet. Et ça va être exactement la même chose dont vous allez avoir besoin pour recréer des connexions. Aller voir un ami peut éventuellement vous faire aucun impact sur votre tristesse si vous n'êtes pas connecté à cet ami, si vous n'êtes pas présent, si vous n'êtes pas attentif, si vous n'êtes pas dans la conversation. Les gens qui sont vraiment tristes, voire au niveau de dépression, ils ont des choses qui se passent autour d'eux, mais ils n'arrivent plus à se connecter. Donc à l'inverse, notre travail à nous, c'est d'apprendre à se connecter. Et l'exercice de concentration et méditation, de façon très profonde, nous entraîne à ça, nous entraîne à être présent. Donc, ce que je vous propose ici à partir de tout ça, déjà de noter un petit peu ce qui va fonctionner pour vous. Je vais vous proposer le challenge pour la semaine prochaine et ensuite on discute plus en profondeur sur ceux qui ont des témoignages sur la tristesse et ce qui a pu fonctionner pour eux. Le challenge que je vous propose de former 2 teams. La team tristesse et la team colère. Et donc, vous pouvez marquer dans le chat si vous voulez rentrer dans la team bleue ou la team orange. Team bleue, c'est la team tristesse. Team orange, c'est la team colère. Et on formera, j'essaierai de former des binômes, de vous mettre 2 par 2 pour que vous aurez comme ça quelqu'un pour avancer avec vous dans ce chemin des émotions. Donc, notez dans le chat si vous voulez être team bleu ou team orange. Ceux qui suivent l'atelier en vidéo, en replay, vous pouvez m'écrire. La plupart d'entre vous avez mon mail ou mon téléphone. Vous m'écrivez si vous voulez être dans la team bleue ou la team orange. Et le challenge donc est différent. Team tristesse, team bleu. Faire une activité par pur plaisir, ça paraît bête, mais dans une semaine, c'est pas forcément présent. Essayez de trouver quelque chose que vous ne faites pas d'habitude, mais que vous avez profondément envie de faire. Quelque chose qui vous plaît et qui vous manque, que vous savez que vous devriez faire, vous savez que ça vous réalise, vous savez que ça vous fait plaisir, mais vous ne le faites pas. Plus 3 cours, si possible, d'1 heure de Rose Méthode. Et d'essayer d'observer ce changement en termes d'émotions, d'état émotionnel, d'élan que vous avez avant le cours et après le cours. Donc ça, c'est pour la team bleue. Team orange, identifiez chaque moment de colère. Là, il y a, pour la team Formule 1, là, de la team colère, il y a du boulot. C'est identifier chaque moment de colère dans la semaine et analyser les peurs et désirs qui sont derrière. Donc dans la semaine, vous avez votre petit carnet, vous avez votre téléphone, ce que vous voulez. À chaque fois que vous sentez une montée de colère, vous le notez. Et vous essayez de ne pas être simplement dans le noter, dans la réaction, mais dans l'analyse de ce que vous êtes en train de ressentir. Plus 3 cours de 30 minutes ou 1 heure. Là, vous avez le choix entre les 2 cours. Team tristesse, il va falloir faire plus de physique, il va falloir se mettre en mouvement. Team orange, là, vous pouvez choisir entre les 2 types de cours. Et à nouveau, essayer d'observer en termes de calme, de tranquillité, puisque l'objectif des oranges, c'est d'aller vers la tranquillité. L'objectif des bleus, c'est d'aller vers la joie. Essayez d'observer à quel point vous êtes plus calme, plus tranquille après 30 minutes ou 1 heure de cours. Donc, si vous êtes prêt à relever le défi orange ou le défi bleu, vous marquez team orange ou team bleu dans le chat. Je vois qu'on a déjà pas mal de... Très bien. Donc ici, formellement, ceux qui doivent y aller, vous pouvez y aller. On va dire qu'officiellement, on a terminé ici notre contenu de l'atelier, mais je suis très curieux de discuter plus avec vous sur la partie tristesse. J'aimerais que certains d'entre vous me disent si les astuces que j'ai données fonctionnent pour vous, si vous en avez d'autres, si vous avez d'autres façons d'aborder cette question qui est très différente à nouveau. C'est quelque chose de plus latent, de plus lent, de plus doux, et qui est donc très difficile. D'une certaine façon, si vous voulez, apprendre à gérer la colère, c'est apprendre à gérer quelque chose de très intense. La guerre est là, on affronte le truc. Avec la tristesse, c'est tout le contraire, quelque chose de lent, de long terme à travailler. Il n'y en a pas un qui est plus facile que l'autre. C'est vraiment 2 défis à part entière. Mounia, vas-y. En fait, je voulais savoir si les autres partageaient un vécu que j'ai, c'est que mes émotions vont vraiment dépendre aussi du moment de la journée. En fin de journée, quasi systématiquement, il y a une montée de tristesse qui d'ailleurs, le moindre truc m'énerve à ce moment-là. Alors que le matin et en début de journée, franchement, il faut y aller pour que je ne sois pas d'hyper bonne humeur et hyper joyeuse et optimiste.
Donc, je voulais savoir si les autres avaient aussi constaté des trucs comme ça. En fait, je me permets de prendre la parole, hein, c'est la colère qui Vas-y, parle. vas-y. Mais j'ai lu un bouquin très intéressant de Daniel Pink, que tu dois connaître sûrement, Jonathan. Enfin, c'est un développement personnel assez connu. Et en fait, apparemment, ce serait quelque chose de. Tu me corriges, Jonathan, si je dis des bêtises, mais c'est là, on aurait une horloge universelle en nous, enfin, les êtres humains, qui fait que, en grande majorité, en fonction des horaires, enfin, des périodes de la journée, on a une propension beaucoup plus forte à être triste ou plus ou moins triste et plus ou moins joyeux. Effectivement, le fait de passer surtout le fait de passer du jour à la nuit, en général, chacun pourra constater qu'il y a un petit coup de blues euh, qu'on observe. Et inversement, le matin, bon, si on a bien dormi, etc., au lever du jour, on a un petit coup de boost d'énergie et de joie. Et après, dans la journée, ça fluctue différemment en fonction des gens. Et en fait, ça s'appelle un peu la cyclothymie. Enfin, c'est une cyclothymie globale qui est alignée sur notre horloge biologique. Et après, elle varie justement en fonction des exercices qu'on peut faire, des habitudes qu'on prend, etc. dans la journée. Merci. Je pense aussi, ça doit être lié au fait que le soir, c'est un peu la fin d'une journée. Il y a une sorte de mini deuil à faire. En gros, cette journée est finie, elle ne reviendra plus. Un peu aussi comme le dimanche soir, quoi. C'est la fin de ton week-end et le lendemain, il faut retourner au taf, tu vois. C'est jamais la fête. C'est des très bonnes contributions. Vous vous souvenez que là, si je reprends le cycle d'avant, avant ce module sur intelligence émotionnelle, on avait fait un module sur la gestion du stress, qu'on a en replay pour ceux qui ont envie de participer, la partie gestion du stress. Et on avait fait notamment un atelier sur le sommeil. Et on avait vu dans cette question de sommeil qu'il y avait en effet des cycles à différents moments de la journée. Il y a des théories comme quoi on a un moment idéal dans la journée pour faire chaque chose. C'est pas juste il y a des émotions, mais des différentes activités qu'on a envie de faire. Et que par contre, ces cycles-là varient en fonction des chronotypes, en fonction de type de personnes. Il y a des gens qui sont beaucoup plus à l'aise très tôt le matin, d'autres à l'inverse très tard le Chouette, soir. alouette, c'est chouette, alouette, hirondelle. Exactement. Ouais. Tu peux avoir. Alors, il y a différents animaux qui sont donnés en fonction des chercheurs et des théories qu'ils ont posées, mais tous remarquent ça, qu'on a différents moments dans la journée et que ça varie en fonction des grands groupes de personnes. Et là, à travers notre travail d'introspection, je pense qu'on a un élément très intéressant que tu as commencé à détecter ça, Mounia. Je dirais pas qu'il faut poser systématiquement que nuit amène un petit moment de dépression. Je dirais que nuit amène un mouvement qui, tourné vers l'extérieur du soleil, devient tourné vers l'intérieur, plus naturellement. C'est souvent la nuit qu'on a les discussions plus à deux, les moments. C'est le jour que toute l'humanité a choisi pour travailler, pour construire, pour produire. Et la nuit, par contre, se passe aussi des choses magiques. C'est la nuit qu'on a choisi pour faire la fête. Dans la plupart des civilisations. On ne fait pas une fête à 14 heures. On pourrait, mais c'est très rare. Donc il y a des choses qui se passent la nuit, qui ne se passent pas le jour, et inversement. Donc ce côté plaisir, connexion à soi, se fait naturellement la nuit. Et donc on peut être très à l'aise dans le côté production, mouvement, dynamisme, et donc être très à l'aise avec le jour. Mais quand on se pose la question de finalement qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir à moi tout seul ou avec les autres, quand je suis pas dans la production, pour certains c'est extrêmement agréable et ils adorent la nuit et c'est au contraire, c'est plus la nuit arrive, plus la joie, une joie légère est présente. Et à l'inverse, pour eux, la journée c'est plutôt dépressif parce qu'il faut produire, ils n'ont pas envie de produire. Et donc c'est lié profondément à ces mouvements. C'est comme si toute la planète, à un moment donné, toute la nature allait vers l'extérieur puis à l'intérieur. Et donc quel rapport vous avez vous-même d'ouverture et d'extériorisation, d'introspection et ces deux mouvements-là, comment vous-même vous les gérez? En effet, c'est naturel que vous ayez des émotions différentes, mais sans le prendre comme une fatalité. Si vous comprenez ce mouvement-là,
et vous posez la question derrière, voilà, pourquoi finalement je suis plus triste ou plus déprimé le soir et du coup éventuellement plus en colère, Alexandre a posé une bonne interprétation. Pour ma part, j'observais la même chose, j'observais pas du tout cette tristesse au moment de la soirée, j'adore la soirée, par contre je m'en rendais compte au moment du coucher. Dans le moment où j'étais censé aller me coucher, c'est pour ça que je prolongeais aussi le temps de l'heure de sommeil, parce qu'il y avait une partie dépressive qui disait ah non, la journée est terminée, et il y avait une forme de petit deuil à faire. Est-ce que les autres, vous avez d'autres astuces ou d'autres partages sur la gestion de la tristesse? Moi, je veux bien partager que je suis allée consulter en hypnose parce que je supportais pas le dimanche. Et t'as trouvé des clés ou t'as trouvé des choses qui marchent du coup pour toi, pour mieux gérer le dimanche? Ça s'est passé sous hypnose, alors j'ai pas enfin, il n'y a pas des clés qui m'ont été données, mais en tout cas, j'ai eu besoin T'as ça senti ce passe besoin là? de la tristesse à la colère le dimanche particulièrement. Au point qu'un jour, ça m'a mis tellement en colère que j'ai commencé à piocher dans le jardin et j'ai explosé tout mon réseau d'arrosage. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Il faut traiter la situation. Voilà. Euh, Marianne pose plus facilement triste qu'en fatiguée. Ça, c'est très très juste. Il y a une connexion très forte entre état physique et état émotionnel. Quand on est en pleine forme, c'est relativement facile de gérer un tas de choses. Colère, tristesse. Et d'ailleurs, c'est très lié. On disait que la tristesse est absence de connexion. Et elle est aussi absence d'énergie. Parce que c'est les connexions aussi qui nous donnent de l'énergie. Il y a des activités qu'on fait par plaisir, elles nous donnent de l'énergie. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Vous allez faire l'activité, vous sortez de l'activité, vous êtes plus en forme. Pour ma part, par exemple, vous donnez un cours. Quand je donne un cours, que ce soit d'1 heure ou 30 minutes, 9 fois sur 10, je sors du cours en ayant plus d'énergie, en étant plus en forme. Donc il y a des connexions qui vous nourrissent. Et donc les deux vont un peu ensemble. Là. Avoir de l'énergie, c'est-à-dire avoir de la facilité aussi à aller se connecter. Et donc joie et énergie, les deux fonctionnent beaucoup ensemble. Donc plus on est en forme, plus c'est facile de déclencher la joie. Et tout le problème de la tristesse, c'est qu'il est aussi manque d'énergie, manque de force pour aller vers l'extérieur. Et donc on va devoir recréer une dynamique. La colère, c'est l'inverse. Trop d'énergie, il fallait parfois la gaspiller. Alors Pierre nous propose un album pour se faire du bien. Vous pouvez cliquer dans le chat. Oui, je suis tombé dessus par hasard, il est très très bien. C'est J'ai mal ni trop triste, enfin c'est pas très du tout, et c'est pas pas boum, trop boum. joyeux non plus quand on est triste. Dans ce sens-là, il faut avoir les bonnes listes. Je me suis créé une liste là il y a quelques jours que j'avais mis dans l'entraînement du vendredi qui s'appelait liste Feel Good, avec toutes les musiques qui. Et c'était pas forcément que des musiques très extraverties, mais progressivement qui vous amènent dans un autre état. Plus facilement en colère quand j'ai faim. C'est un peu la même question de rapport au corps et d'émotion. Le corps est préoccupé quand il a faim, donc il y a une demande d'aller chercher quelque chose inconsciente, une demande frustrée. Et donc si on n'est pas attentif à ça, en effet, ça peut avoir un impact parfois. Simplement, le fait de ne pas avoir ces besoins fondamentaux, physiologiques satisfaits, nous met dans un état d'irritabilité. Parfois, c'est très intéressant ce que tu as posé ici, Marianne, parce que parfois, on est en colère sans aucune raison, colère ou tristesse, sans aucune raison autre qu'une indisposition physiologique. Là, ou la raison, en d'autres termes, il y a des raisons, il y a un déclencheur, etc. Mais la raison principale qui nous a échappé, c'est une indisposition physiologique. Si on a mangé quelque chose qui ne nous faisait pas du bien, il y a le fait d'avoir faim, mais il y a aussi quand on digère mal. Une mauvaise digestion, une sensation d'être indisposé, de ne pas se sentir bien, crée toutes les conditions pour que les émotions lourdes se déclenchent. À l'inverse, quand l'alimentation se passe bien, la respiration se passe bien, un tas de choses, physiologiquement on va bien, la tendance, ça va être de gérer beaucoup plus facilement les émotions. Je comprends pas pourquoi tu dis que la tristesse est une déconnexion. Parce que moi, je ressens plus la tristesse comme une connexion à moi-même que comme une déconnexion. Et d'ailleurs, quand j'écris de la poésie, j'arrive pas à écrire si je suis. J'ai plus de mal à écrire quand je suis joyeuse que quand je suis triste. Et quand je suis triste, je me sens pas déconnectée, je me sens au contraire en lien profond avec une émotion vraie.
On peut, alors c'est des interprétations, on pose des mots dessus. Je pourrais traduire exactement ce que tu viens de dire comme j'aurais pu poser la colère est une connexion vers l'extérieur qui fait mal, la tristesse est une connexion vers l'intérieur qui fait mal. Je parlais d'absence de connexion parce qu'elle est mouvement, en effet, il y en a un qui est mouvement vers l'extérieur et l'autre qui est mouvement vers l'intérieur. Et il peut y avoir les deux dynamiques. Il peut y avoir vraiment absence, simplement, on est à un moment donné apathique et il n'y a pas d'action qui est faite. Et en général, si on ressent ça, c'est aussi qu'il y a d'autres prismes d'émotions que je donnerai dans d'autres ateliers sur intensité ou lenteur. C'est-à-dire qu'au lieu de classer comme colère et tristesse, j'aime bien classer comme émotion intense ou émotion latente, douce. C'est deux dynamiques très différentes. Et du coup, parfois, on peut vivre une tristesse sous un mode émotion intense, sous un mode colère. Et là, ça va être très intéressant, en effet, d'aller la mobiliser, cette tristesse, pour produire. C'est le moment où les artistes peuvent produire des choses incroyables. La colère aussi, d'ailleurs, peuvent faire produire des choses incroyables. Par contre, la tristesse, sous un autre mode, mais c'est peut-être pas trop ton mode. Peut-être qu'il y a plus un mode, justement, colère, tristesse, dans ce sens-là, intense. Aussi, comme décrivait Mounia, du soir d'être triste et en colère, et ce genre de choses intenses. C'est assez différent comme défi. Des gens qui n'ont pas trop de colère et qui ont plutôt un profil calme et triste. Et là, c'est plutôt absence et il va falloir recréer du mouvement, etc. Tout ce qu'on a donné auparavant. Moi, j'avais une petite question très rapide sur la façon dont tu vas décomposer le traitement de la colère et la troisième étape de visualisation. Et en fait, moi, de mon expérience professionnelle, personnelle, pardon, c'est un lapsus, mais personnelle, justement, de cette décomposition, de ces trois étapes qui me paraît intéressante. Et maintenant, avec le recul, une fois que j'essaie de l'assimiler avec la façon dont tu l'avais présenté, j'ai souvent eu l'impression en fait que j'identifie bien ma colère, en tout cas sa cause. J'arrive à pas mal m'apaiser, mais elle se nourrit par elle-même parce que souvent je n'arrive pas à visualiser la façon dont je pourrais en sortir. Est-ce que c'est quelque chose c'est-à-dire cette troisième étape de visualisation, c'est souvent là où je me prends le mur en quelque sorte. Est-ce que c'est souvent quelque chose qui revient maintenant dans ta longue expérience de coach et si oui, pourquoi? Enfin, comment ça s'explique même chimiquement ou dans le cerveau? Qu'est-ce qui fait que... La plupart des choses qu'on a du mal à vivre, on a du mal à les imaginer. Donc c'est une difficulté et c'est là que les cours quotidiens vont être très complémentaires du travail que l'on fait ensemble au niveau compréhension. On comprend des choses, on met en perspective, on prend conscience de choses, mais il y a tout un travail plus inconscient et physiologique qui va être fait dans les cours de 30 minutes. On va mobiliser régulièrement le désir, la visualisation, ce qu'on a envie de construire. Et c'est très courant, par exemple, ça me rappelle ce que tu dis ici des sportifs de haut niveau, quand j'accompagnais Dieter qui fait de l'apnée et d'autres apnéistes, et que je leur demandais de me poser la visualisation de ce qu'ils voulaient atteindre comme objectif. Ils allaient se poser un objectif qui était très important pour eux, mais quand je leur demandais de me le décrire, au départ, quand ils ne l'avaient jamais fait, ils ne savaient pas le décrire. Et donc c'est intéressant de se forcer dans ce sens-là et de dire, ok, commencez à faire preuve d'imagination. Si tu n'arrives pas à répondre à la question d'une façon, réponds d'une autre façon. C'est-à-dire, si tu n'arrives pas à dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, dis-toi qu'est-ce que tu as envie de ressentir, par exemple. Comment tu aimerais te ressentir, de quelle façon. Commence à construire un peu comme si on écrivait une nouvelle fantastique. Il y a tout un univers à créer dans la visualisation. Donc, si tu n'as pas tout de suite la finalité, tout ce dont tu es sûr, commence à le construire, à le poser. Et à partir de là, la visualisation va prendre forme. Accroche-toi à ce que tu sais, à tes certitudes en termes de ce que tu as envie de vivre, là où tu as envie d'aller. Tout ce dont tu es sûr, tu commences à le construire et progressivement, l'élan revient et on arrive à construire quelque chose autour. Et prenez en compte que tout ce qu'on pose ici fonctionne par la répétition, par l'entraînement. S'il y a juste une compréhension rationnelle aujourd'hui, mais sans mise en pratique, les résultats seront assez faibles. S'il y a une compréhension aujourd'hui, mise en pratique à la fois d'observation de soi et des entraînements que vous avez quotidiennement, là, d'ici 2-3 mois, on va avoir des résultats intéressants. Dernière question.
éventuellement. Très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on va voir la semaine prochaine? On va passer à notre 3e atelier. Vous avez votre petit challenge à faire. Je vous remets ici si vous ne l'avez pas noté encore. Ceux qui sont dans la team orange, celui de droite. Ceux qui sont dans la team bleue, celui de gauche. Et on passera la semaine prochaine au 3e atelier, affronter ses peurs. Qui est le plus grand défi, peut-être. Vous avez bien compris que derrière colère et tristesse se trouvent souvent peur et désir. On va analyser ça, on va se mettre des choses concrètes à faire, on va de la même façon qu'on l'a fait aujourd'hui, de la façon la plus concrète possible, la plus pragmatique possible, essayer de travailler là-dessus. Je vous remercie pour votre attention, votre participation. On aimerait prendre plusieurs heures, il nous faudrait 3 heures avec le niveau d'intérêt de participation que vous avez, il nous faudrait 3 heures d'atelier sur chaque sujet. En tout cas, c'est un plaisir de partager tout ça avec vous, d'apprendre avec vous, on se donne tous les bonnes astuces, parce que d'une certaine façon, tous ensemble, on a vraiment les ressources pour aller gérer les différentes émotions. Donc je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 20h30 pour affronter ces peurs, et d'ici là, fixez vos cours pratiques que vous avez tous les jours. Je vais vous remettre ici dans le chat le lien pour prendre rendez-vous, comme ça vous pouvez déjà fixez vos prochains cours si vous voulez pour le défi des 3 cours. Je vous le remets dans le chat en bas ici, app.derosemeditation.com. Et bonne soirée et à très bientôt.